Y a-t-il des opportunités de croissance à prix raisonnable en Allemagne ce mois-ci? On va regarder ça ensemble. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche. On regarde tout de suite les paramètres du screener. On se prend les cotations principales des actions qui se négocient en Allemagne et qui appartiennent à un panel d'industries. J'enlève tout ce qui est rate, donc j'enlève tout ce qui est immobilier, automobile, équipementier auto, pharmaceutique, finance. Ce sont les secteurs que je préfère mettre à l'écart, qui sont plus complexes que les autres. Les critères quantitatifs, on est sur maximum 3 fois l'EBITDA en dette nette pour éviter les dossiers trop fragiles. Un rendement des capitaux investis qui est à 7 pour avoir un minimum de qualité, un minimum de rentabilité. Une market cap de 700 millions d'euros. Pourquoi ce chiffre-là? Pourquoi pas? Ça vous permet aussi d'éviter les dossiers qui sont trop peu liquides. Et puis, comme c'est un pays finalement étranger, on a plus de garanties avec des capitalisations boursières un peu plus grosses. On se met un critère de valorisation raisonnable en termes de valeur d'entreprise sur EBITDA, donc 11 fois. Je rappelle moi mon échelle, hein, en dessous de 7 on est value, entre 7 et 11-12 on est plutôt raisonnablement valorisé. Au-delà, on commence à être cher pour moi, c'est personnel, hein, après chacun ses critères. On est sur une croissance minimale du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans de 9%, ce qui est quand même bien, et 5 ans, ça permet de prendre en compte un cycle complet. Donc après, bien sûr, on peut mettre 10 ans, mais dans ce cas-là, il y aurait plus d'un cycle à mon avis. Voilà, 9 ça me semble être un bon compromis. On y va tout de suite. Alors, il faut bien prendre en compte que dans la croissance qu'on a affichée ici, il y a la croissance externe également, hein, puisque vous allez voir les entreprises ici, elles sont sur les secteurs qui ne sont pas forcément en forte croissance organique. Les colonnes de ce screener qu'on a l'habitude, le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom d'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en termes de en dollars, en milliards de dollars US, enfin en dollars US, pardon, la croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, les multiples de valorisation ici, donc par rapport au flux, par rapport aux actifs, le rendement des capitaux investis, le rendement des fonds propres, on ne va pas le prendre en considération. Le rendement des fonds propres, c'est plutôt pour les financières, enfin à mon sens. Chacun utilise les ratios qu'il veut, mais moi je trouve que comme on peut le biaiser avec la dette, il vaut mieux utiliser le rendement des capitaux investis, qui est plus pur en termes de rentabilité. Ensuite, on a l'investissement d'entreprise en termes de dette nette sur EBITDA, le rendement du dividende, le rendement de l'actionnaire, qui nous indique s'il y a des rachats d'actions ou de la dilution, les free cash flow par rapport au bénéfice net, pour vérifier le payout ratio. Payout ratio, c'est la proportion des bénéfices versés en dividende, mais il faut se rappeler que le dividende est versé avec les free cash flow. Donc il faut bien qu'il y ait une adéquation entre les deux. En tout cas, structurellement, c'est pas grave s'il y a des déviations temporaires, mais il faut l'avoir en tête. Allez, premier dossier de la liste, c'est pas du tout un dossier de croissance organique, hein, c'est plutôt un dossier de croissance externe. E.ON, on est sur une utilities allemande, hein, ils font l'électricité, et ils font aussi d'autres distributions, ils doivent faire de l'eau aussi. On est sur 43 milliards de dollars de market cap, 14,6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, c'est quand même pas mal. Pourtant, on a une VE sur EBITDA qui est à 6,6, donc c'est pas très, très cher payé, hein. Ratio court-bénéfice à 9,2, donc là, pareil, on est en dessous de 10, donc on est value en fait, hein, même sur ce dossier. Free cash flow négatif, donc ça, il faut aller voir, donc ça doit être à cause d'une dépense en capital élevée, mais pourquoi est-ce qu'elle est élevée? Est-ce que c'est ponctuel ou est-ce que c'est structurel? Si c'est structurel, dans ce cas-là, il vaut mieux se tenir à l'écart du dossier. Si c'est ponctuel, pourquoi pas, il faut aller creuser cela. 11% vraiment des capitaux investis, c'est plutôt bon. Une dette qui a 2 fois l'EBITDA, ce qui est pas mal, hein, enfin ce qui est pas trop pour un dossier, pour une utilities où on peut aller jusqu'à 5 fois la dette nette sur EBITDA, hein, sans problème. Donc ici, 2 fois, ça reste raisonnable. 3,3% vraiment des dividendes, donc c'est bon. 3,8% vraiment de l'actionnaire. Donc en plus, il y a un peu de rachat d'actions. Tout ça, ça fait à crédit puisque les free cash flow sont négatifs. Donc il faut voir sur la durée, est-ce qu'on revient à des free cash flow positifs. Donc E.ON, plutôt, en fait, pour moi, c'est pas vraiment un dossier de croissance à prix raisonnable, c'est plutôt un dossier value à ce niveau-là. Ensuite, on est sur RWE, pardon. On est sur donc là, c'est plutôt production, c'est un acteur intégré de l'électricité. 26,6 milliards de dollars de market cap, de 13% de croissance du chiffre d'affaires net manualisé sur 5 ans. Donc là, c'est pareil, hein, c'est la croissance externe, hein, principalement. Les multiples sont value, 3,9 en VE sur EBITDA, 5,1 en ratio court bénéfice. On a des free cash flow négatifs, donc là pareil, il faut voir est-ce que c'est à cause d'une dépense en capital ponctuelle ou est-ce que c'est structurel. Donc là, il faudra vérifier. 10% de rendement des capitaux investis, ce qui est plutôt bon. On a 1,4 fois les l'EBITDA en dette nette, c'est pas trop lourd, hein, pour plutôt aussi pareil, une utilities quand même, je pense qu'on pourrait la placer dans cette industrie-là. On a un rendement du dividende à 2,9%, mais 1,1 en rendement de l'actionnaire. Donc il y a de la dilution sur le dossier, c'est dommage. Et tout ça, c'est fait à crédit, puisque les free cash flow sont négatifs. Donc là, pareil, il faut aller creuser ce tableau de flux de trésorerie pour comprendre pourquoi c'est négatif et si ça va se reproduire ou pas dans les prochaines années.
Là, pareil, hein, c'est plutôt un dossier value, plus que Garp, hein. Ensuite, on est sur Sixt. Alors là, c'est le locataire, donc entreprise de location de voitures. Je ne savais pas qu'ils étaient, allemands d'ailleurs. Donc on est sur 3,9 milliards de market cap, 10 de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc ça, c'est pas mal. Est-ce que c'est la croissance externe ou c'est la croissance organique? C'est là peut-être que c'est la croissance organique parce qu'il y a une forte reprise du tourisme post-pandémie, donc ça doit aider la croissance. 9,3 en VE sur EBITDA, c'est, pas si cher payé. 15,4 en ratio coût-bénéfice et 3,8 en ratio coût free cash flow. Donc, j'ai l'impression qu'on a face à nous une entreprise qui opère quand même dans un secteur qui est plutôt mature et qui donc dégage du flux. Il faut voir si c'est structurel. Dans ce cas, le plus intéressant à regarder, c'est le multiple de coût free cash flow et il est plutôt très bas, hein. Pourtant, on a une bonne croissance, donc il faut voir la part de croissance externe ou organique là-dedans. 7,3% de rendement des capitaux investis, c'est convenable. 2,5 fois l'EBITDA en dette nette. Alors, pour la location de voiture, à mon avis, c'est pas un ratio qui est déconnant parce que on est sur une industrie qui a besoin en fait, qui fonctionne à la dette, hein, pour faire l'acquisition des véhicules, et puis, les louer derrière. Donc, ils jouent entre le spread, coût de la dette et rendement de la location. Donc, c'est ça qui les aide et donc à mon avis, c'est pas si grave qu'ils soient endettés à ce niveau-là, hein. C'est peut-être un peu lourd, mais c'est pas trop élevé non plus. 4,9% en rendement du dividende et idem en rendement de l'actionnaire. Bon niveau de rendement de dividende quand même, hein, à signaler et puis c'est soutenable, hein, parce que les free cash flow sont 4 fois plus élevés que les bénéfices nets. Donc le payout ratio, en fait, il est plus bas que ce qui est indiqué ici. Bah, Sixt, ouais, c'est intéressant, en fait, hein. C'est intéressant comme dossier parce que, bonne croissance et puis, les multiples restent raisonnables, voire très bas en termes de ratio coût free cash flow, bonne rentabilité et un dividende intéressant. Donc, moi, je me dis, que ça pourrait être creusé un peu plus en détail. Ensuite, Elmos Semiconductor, celle-là, je la connais pas, donc ils opèrent dans l'industrie des semi-conducteurs, 1,4 milliard de market cap, 16,3% de croissance du chiffre d'affaires avec manualisé sur 5 ans. Ça m'étonnerait pas que ça soit de la croissance organique, hein, sur ce dossier, parce que les semis, ils sont en forte croissance. Et pourtant, le multiple de VE sur EBITDA reste raisonnable, hein, on a moins de 7 fois, et à 11 en ratio coût-bénéfice. Par contre, c'est une entreprise qui a fait une dépense en capital un peu élevée sur les 12 derniers mois, puisque les free cash flows sont bien moindres que les bénéfices nets. Donc, ben, du coup, ça impacte ce multiple-là. Bon, si on prend en considération la VE sur EBITDA et le ratio coût-bénéfice, c'est pas si cher payé, avec une rentabilité qui est quand même très bonne, hein. 19% de rendement des capitaux investis, c'est élevé. On est cash net en plus sur ce dossier, c'est bien. 1% de rendement du dividende, idem pour le rendement de l'actionnaire. Donc, c'est soutenable. On pourrait même l'augmenter, même si les free cash flows sont plus bas que les bénéfices nets. On est bien en dessous de 50%, donc il y a moyen que cette rémunération augmente quand même, hein. Ça peut être intéressant, hein. Ensuite, Nagarro. Alors, Nagarro, je l'ai vu passer pas mal sur les réseaux sociaux, surtout du côté des investisseurs plutôt espagnols, qui ont l'air d'être très bullish sur cette entreprise. Mais récemment, il y a eu une publication, il y a eu une histoire sur. Donc, je pense qu'ils ont fait un profit warning ou il y a eu un problème sur la publication des comptes. À vérifier, hein, à chercher. En tout cas, on va se concentrer sur ce qui est la donnée ici. On est sur 1 milliard de dollars de market cap. IT Services, donc c'est une ESN, on est sur 26% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, c'est très, très élevé. Mais attention, ici, je vois que la dernière publication date de décembre 2023. Donc, c'est bien ce que je pensais. À mon avis, ils ont retardé la publication des comptes et ça cache quelque chose, hein, donc méfiance, hein, sur ce dossier. Quantitativement, en tout cas, c'est pas très cher payé, 8 fois la VE sur EBITDA, en ratio coût-bénéfice, c'est 17 fois, ça c'est un peu cher, mais j'ai l'impression que doit y avoir une dépense non cash puisque les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, et ce qui me donne un ratio coût free cash flow à moins de 10. Donc ça, c'est intéressant. 14% de rendement des capitaux investis, c'est pas une industrie qui est capital intensive, donc on a une bonne rentabilité assez structurellement. 1,1 fois l'EBITDA en dette nette, c'est pas de problème, il n'y a pas de dividende versé. Nagaro, quantitativement, c'est intéressant, mais creusez le dossier parce qu'il y a eu un red flag récemment. Donc, conclusion de cette revue des entreprises de croissance à prix raisonnable, eh bien, bon, le top est un peu réduit, on est à 5 ici. Les deux premiers, c'est pas du tout du croissance à prix raisonnable, pour moi, c'est plutôt de la value, à vérifier sur les free cash flow. Sixt, ça a l'air intéressant. Honnêtement, ça a l'air intéressant, ça se met en watchlist, ça peut être creusé. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une analyse plus spécifique sur le dossier. Et ensuite, Elmos Semiconductor, pareil, hein, forte croissance. Alors dépenses en capital élevées, mais forte croissance, bonne rentabilité, ça mérite d'être creusé aussi un peu plus en détail. J'espère que cette mise à jour du screener Garp Allemagne vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.